Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier Bourgogne et la CFFM qui ont accepté ma communication pour être avec vous. Mon raison pour partager certaines informations sur les mammifères du Maroc. Et puis, ça m'a fait plaisir de faire des échanges de certaines infos et des idées avec des collègues françaises. Alors moi, je ne suis pas un mammologue de formation, moi je suis ornithologue de formation. J'ai fait mes études doctorales en ornithologie en Allemagne et en muséum de Paris. C'est là où j'ai fait ma thèse. Et moi, je suis un chercheur à l'université au Maroc. Et moi, je travaille surtout sur les modélisations écologiques. Je travaille surtout sur les espèces menacées, où je donne des scénarios, des prédictions du futur pour la conservation des animaux pour les gestionnaires au commissariat aux eaux et forêts, au ministère de l'Environnement pour des plans de conservation et de gestion. Donc actuellement, on travaille sur un projet sur le fragment aquatique, sur le volcan Lyonor, et puis il y a un projet également qu'on est en train, c'est pour ça. Pourquoi le loup? C'est un projet que j'ai lancé, un dossier, appel projet avec la station de Missour pour l'État, et c'était pour la panthère. Donc ça fait depuis 2007 que je cherche la panthère au Maroc. Et oui, on a jusqu'à maintenant, ça fait 7 ans, et j'ai des indices, on a des indices sur la présence de la panthère au Maroc. Alors c'est pour ça, donc, moi je travaille sur le mammifère d'Arbala azilal, c'est dans le Haut Atlas du Maroc. Donc je vais faire une étude sur la distribution spatiale, première donnée sur le loup africain, sachant que le loup, ça n'existe pas, c'est une première donnée, c'est une première découverte au Maroc. Alors c'était depuis 2012, c'est une photo qui est datée en 2012, on a fait la première, ça c'est la première photo captée par nos caméras. Le 12 avril 2012, on a fait cette première découverte. Alors, bon, j'aimerais bien faire... c'est quoi la grande faune sauvage au Maroc. Le Maroc, par sa position géographique au dépassage atlantique méditerranéen, donc c'est un pays qui a un climat méditerranéen, donc qui est en zone de contact entre milieux écologiques différentes, des limites montagneuses sahariennes qui s'étendent sur 710 000 km². Alors, c'est un pays qui est original de la région méditerranéenne par sa position géographique, climatique, écologique. Donc, c'est plusieurs facteurs, ça donne une richesse, une variété du milieu, et donc, ce qui fait qu'il y a une diversité remarquable, avec à peu près 40 de types d'écosystèmes, 4500 espèces de plantes vasculaires, et environ 550 espèces de vertébrés et des milliers d'espèces d'invertébrés. Alors, donc, il y a une diversité floristique remarquable, avec environ de 4000 plantes qui ont été recensées, avec un taux d'endémisme marocain donc jusqu'à 20%. Alors une faune plutôt marquante, avec environ de 340 espèces. Et puis il y a pour les reptiles et les amphibiens, c'est le gros problème au Maroc, avec 110 espèces, avec un taux d'endémisme de 23%. Et je passe à la grande faune mammifère. Donc 94 espèces avec un taux d'endémisme de 8%. Oui, c'est une faune remarquable, mais il y a beaucoup de problèmes, ce qui fait qu'il y a une régression de cette faune. Alors, première, c'est avec la pression de la société sur le plan de développement actuellement. Donc, il y a beaucoup de projets industriels et des projets touristiques, donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de destruction des habitats naturels. Alors, changement climatique, oui. Agriculture, oui, parce que c'est notre point économique fort au Maroc, c'est l'agriculture plus le tourisme. Donc, ce qui fait qu'il y a également beaucoup de projets touristiques au Maroc dans différentes zones. Dernièrement, il y a la destruction de certaines zones humides, même ce sont des sites Ramsar qui ont été décrits comme sites Ramsar, maintenant ils ont été détruits pour être classés pour des projets touristiques. Alors, problème climatique, c'est la sécheresse au Maroc, donc il y a la succession des périodes de sécheresse, et puis problématique au niveau de l'éducation alimentaire, ce qui fait qu'il y a une régression au niveau des massifs forestiers, diminution de surface des zones humides marocaines,
des écosystèmes qui souffrent et puis il y a un effet sur la diminution des effectifs de population de nombreuses espèces. Donc il y a une faune en danger avec disparition de certaines faunes, de certaines espèces, pardon, et puis certaines espèces qui sont en liste rouge pour protection, pour trouver des solutions de protection. Donc pour la grande faune, donc, il y a le lion d'Atlas disparu. Donc dernière observation c'est en 1930. Le serval disparu avec la dernière observation en 1942. Mais dernièrement, on a découvert le serval. Donc on a 3 positions actuellement au Maroc sur le serval. Donc il est apparu. Alors la Dax 1941 disparu. Alors tout ça c'est au sud. Ça c'est le Moyen Atlas au sud. Ça c'est le Deux Alains, c'est au sud Maroc. Et dernièrement, c'est si je ne me trompe pas, c'est en 2011, il y a un projet de réintroduction de la Dax dans une réserve à Berzalan. Le gazelle d'Amar mort également dans les années 50. Le Rissa gazelle 56. Et puis la gazelle leptoncère également en 1954, disparu dans le Low Atlas. Alors, une faune en danger avec des données inédites actuellement. Donc, moi, je travaille sur la panthère. Donc les derniers représentants c'était dans la région d'Azilal, là on met notre projet. Et depuis 2007 jusque-là, donc on a des indices de la présence de l'espèce avec des positionnements GPS. Il vient railler également, donc très rare, mais on a deux positions actuellement sur lien rayé. Le guépard, non, c'est probablement il est éteinte. Le caracal, probablement disparu. Phoque-moine, oui, elle est plus menacée avec quelques individus dans la baie de Darla. Le chat des sables reste également très rare avec des rares observations au Sahara. Puis on a une équipe qui travaille au Maroc sur le rappel qui est au sud-ouest et au Sahara avec des rares observations. Alors je passe à mon étude sur le mammifère d'Arbala Azilal. Donc pourquoi la zone d'Arbala Azilal? Parce que c'est la zone où il y a les derniers représentants de la panthère. Évidemment, c'est une zone qui reste encore vierge des montagnes. Et donc on s'est dit peut-être on est en train de chercher la panthère, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des ressources alimentaires, au niveau de la rente de fonds qui existe, et puis si on aura la chance de capter la panthère. Donc alors, Azilal, c'est le Atlas. Donc on a travaillé dans la région Arbala. C'est là où il y avait les derniers représentants de la panthère. Et donc c'est un milieu, comme je dis, c'est un milieu qui est vierge, avec une région qui est très boisée, avec des peuplements de chênes vierges, des forêts claires, des tuas, des verreries, des genévriers, et également il y a de l'euphorbia au milieu rocheux. Alors notre méthode d'étude c'était le captage par photographie. Donc on a placé 36 caméras dans différentes zones. Après, avant qu'on a placé les caméras, donc on a fait une étude d'enquête aux villageois, donc surtout les vieux qui ont des indices sur la présence de la panthère. On se dit là où le dernier panthère qui a été chassé. Et donc suite à cette enquête, donc on a pu placer les caméras. Donc là c'est une partie de la zone avec quelques caméras. Et l'utilisation de ces caméras donc, pour les études de population, donc, ça permet d'avoir une idée sur la répartition, la présence-absence, ça permet également de calculer l'abondance relative et l'abondance des espèces. Donc on a fait un cours de ce projet jusqu'aujourd'hui, l'étudiant est déjà au terrain. Nous avons mis au point l'effort d'échantillonnage de 326 km de transect avec une moyenne de 7,2 km par jour. Donc on a trouvé beaucoup de signes de prédateurs, parmi lesquels il y a le sanglier, le renard, le chacal, le mangouste, le genet, etc., d'autres espèces. Et puis on a estimé un tempo, ce qu'on appelle le buffer, pour les principaux prédateurs. Ça signifie qu'à chaque appareil, le suivi était au moins de 3,6 km. Ainsi, ça permet que les estimations de domaine d'action d'au moins de 10 km pour les espèces d'intérêt
dans cette étude. Bon, c'est une précision méthodologique. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les prédateurs? Ça, c'est une photo. Donc, il y a le sanglier. Donc voilà, qui a été observé. Bon, c'est une espèce observée au Maroc du niveau de la mer jusqu'à 2550 mètres d'altitude, dans le Atlas. Donc là, dans la zone, elle manifeste une préférence pour les altitudes modérées, en particulier à 1500 km, on a des captages. Et l'espèce est relativement classique, mais elle évite vraiment les hautes altitudes. Là, on a nos caméras dans les hautes altitudes, on n'a jamais capté de sanglier. Et à basse altitude, donc on constate un relatif évitement de la frange de 500 mm pour l'espèce. Peut-être dû à une anthropisation qui est très marquée dans ce milieu, puis également les cultures sont très abondantes. Alors, autre espèce, c'est le renard roux. Donc, on a pu également nos caméras ils ont filmé des séquences de renards. Et le renard, c'est très généraliste, qui peut se rencontrer à la totalité des climats variables dans la région d'étude. Et c'est une espèce généraliste. Le caractère général de l'espèce, ça permet de tirer des conclusions sur les préférences bioclimatiques de cette espèce. Bon, il y a un étudiant qui travaille sur cet aspect du renard roux. Alors le chacal, ça c'est important parce que le chacal doré, au niveau de notre zone d'Azilal, donc il est également c'est une espèce qui est classique, mais il évite vraiment les plus hautes altitudes. Donc c'est des camarades dans les basses altitudes qui ont capté la majorité des données sur le chacal, sur cette distribution. L'hérisson Algérie également, dans des régions qui sont plus élevées du Maroc, évidemment généralement ils vont en être plus froides. Autre c'est la genette, le mangouste pardon. Donc il y a également le mangouste dans des milieux. Je ne vais même pas arriver au loup. Okay. Alors, le mangouste, également il y a genette. Bon, genette, il y a uniquement la queue. C'est vrai. Et puis c'est une espèce, vraiment c'est une espèce qui préfère le milieu forestier, c'est ceux qui sont bons, c'est clair que là on a fait beaucoup de captures. Alors donc la zone elle abrite une faune de mammifères qui a valeur remarquable, il y a la diversité écologique et plutôt surtout c'est un milieu qui est très très vierge, il n'y a pas trop de dégâts. Alors, les menaces, il y a l'agriculture qui s'étend actuellement dans cette zone, et puis l'exploitation du bois, ouais, et la chasse. Donc, je passe réellement au loup. Alors, le loup, ça c'était une coïncidence, et c'est que l'étudiant qui travaille qui fait sa thèse sur les mammifères avec nous, il nous a envoyé ses photos une fois, et puis il me dit j'arrive pas à identifier cette espèce, c'est différent du chacal. Et là, on était en train de dire c'est quoi, donc on a pensé à loup. Donc moi j'ai dit il n'y a pas de loup au Maroc, il n'y a pas en Afrique. Donc alors on a passé à d'autres experts, France, Espagne, et puis là qui ont également dire que ça c'est le loup africain. Donc là je donne un historique sur le loup. Donc pour le loup au Maroc ou en Afrique, donc les premières soupçons de loup vivant en continent africain sont très rares. Et il y avait Aristote qui a découvert le loup de l'Égypte depuis 1831. Puis dans les années 1879, il y a Evers qui écrit le loup d'Égypte, qui est une variété plus petite que le loup d'Europe. Puis il y a le groupe Carrera en 1925 qui a décrit qu'en Afrique du Nord, il y a deux espèces de chacal, le chacal commun, qui ressemble au chacal asiatique, et puis le grand chacal, connu sous le nom de loup et commun dans la basse d'Égypte. Alors après, en 2011, il y avait une étude menée en Égypte et en Éthiopie, en collaboration avec l'université d'Oslo, en Suède, qui ont constaté la preuve génétique qui place le chacal égyptien dans le complexe de l'espèce de loup. Donc ça. Et puis il y a l'équipe, je travaillais avec l'équipe de Jobert en 2012, il y avait une diversité de l'ADN mitochondriel en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, et puis ils ont confirmé l'existence
4 lignées de dizaines de loups, Lupus familiaris, Lupus panès, Lupus cacho, puis Lupus lupacère. Et puis nous, dernièrement, on est en train, et bientôt ça va être publié, notre travail pour dire l'origine de loup que nous avons échantillonné. Donc là, c'est les photos, c'est les caméras où ont été photographiés le loup africain au Maroc. Et donc voilà, donc c'est une première découverte pour la faune carnivore du Maroc. Plus il y a plus de l'espèce de l'alien rayé, puis de la panthère. Et ce qui était étonnant, lorsqu'on a fait ces photos, on a eu des photos, on a passé une enquête avec les habitants de la région. Et les habitants ils connaissent en place, par exemple, 10 à 15 photos entre chacal, le renard et le loup. Et puis ils arrivent à différencier le renard, le chacal et le loup. Donc pour eux, c'est une région de Tamazirt. Donc alors pour le loup, ils appellent Louchan Artar, c'est l'espèce dangereuse, ou bien c'est le loup dangereux, qui est le grand chacal. Donc pour eux, c'est le grand chacal, et puis le chacal doré, c'est le petit chacal. Donc alors l'existence de loup, c'est vraiment, ça date depuis plusieurs années. Mais c'est bien dommage qu'il y avait des mammalogues au Maroc qui n'ont pas identifié, qui a été jamais lissé sur la faune mammifère Maroc. Donc, grâce à ces pièges photographiques, nous a permis jusqu'à maintenant, dans la zone d'Asiat, d'identifier jusqu'à 17 individus de loups africains. Et donc, ça nous a permis de calculer les paramètres de la population dans la classe marocaine. Et puis voilà, donc là il y a, avec l'apparition de l'article en 2012 sur le loup à Maroc, il y avait un article qui a été de Sénégal, du Mali, puis avec l'Algérie, qui ont également publié en 2012 avec l'apparition d'une première découverte de loup. Et je termine par des conclusions. Donc, on peut dire que nos résultats de l'eau Maroc sont en concordance avec ceux enregistrés dans les zones d'études de l'Afrique, en particulier les résultats de Sénégal et avec les travaux de collègues qui ont été menés au Maroc plusieurs années. Et on a identifié plusieurs morphotypes allant d'un phénotype de type chacal doré à celui de loup d'Afrique, et au milieu desquels on trouve toute une gamme de types morphologiques intermédiaires, ce qui suggère qu'au Maroc, comme au Sénégal, certains chacals dorés qui ressemblent et agissent comme des chacals, mais qui ont des ADN mitochondriels de loup d'Afrique. Ce qui nous indique également de dire que le loup et le chacal doré africain se croisent. Enfin, je termine par un petit diapo. C'est uniquement pour dire qu'est-ce qui se passe au Maroc au niveau de la gestion de la faune. Oui, il y a une politique dernièrement adoptée par le Haut Commissariat aux forêts. Je suis pas un gestionnaire, mais c'est uniquement pour dire qu'il y a un service de biodiversité et la conservation des espèces au niveau du Haut Commissariat et qui ont développé des stratégies de conservation. Et parmi lesquels il y a la création des parcs nationaux pour une bonne préservation des patrimoines naturels. Même qu'il y a les parcs, mais on n'a pas la loi des parcs, elle est déjà adoptée au Parlement. Il n'y a pas les lois d'application, les textes d'application ne sont pas applicables. Il y a également le plan directeur des aires protégées qui est développé depuis 1996 dans une action stratégique pour la conservation et le développement durable de l'essentiel de la biodiversité nationale sur le plan écologique, biologique et culturel, avec 3 axes: la restauration des espèces, des habitats, un réseau de sites, des sites Ramsar, des réserves, et puis la sensibilisation, communication et éducation. Donc merci pour votre attention. Merci pour poser toujours un peu frustrant le fait de venir présenter à la fois son pays et l'espèce de loup. On a de temps aussi court, c'est un exercice qui est toujours sur sa femme. Alors, je vais mettre un peu de bon cœur aux scientifiques marocains qui n'auraient peut-être pas vu le loup, qui fait ça. On a des exemples fameux en France, notamment de Claude Bistros, qui avait emmené un éthologue en Guyane, qui n'avait pas identifié la fluctuation des locaux, les Indiens ethniques, qui leur ont dit là, il y a 2 fauvettes différentes, leur mytho au véhicule. Donc les locaux sont très souvent, de par leur proximité, un peu plus pointus, ils ont fait vécu, et on a aussi à prendre d'eux, donc
c'est une erreur, entre guillemets, que d'autres ont fait et plus célèbres avant vous, donc pas de honte à avoir à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette exposé? Bonjour, Nicolas Chenaval. Merci de nous avoir fait rêver déjà sur cette belle présentation de la diversité bavarienne. Ça m'a vraiment rêvé. Moi j'ai une question concernant la description de la nouvelle espèce ouest-africaine, à la limite Mauritanie, Sénégal, etc. Est-ce que vous pensez que c'est la même lignée en fait, cette souche marocaine, ou est-ce que selon vous ce serait deux espèces différentes? Et il m'avait semblé lire dans la description aussi spécifique de l'espèce ouest-africaine que non seulement il y avait des différences génétiques, mais qu'ils avaient aussi observé au niveau éthologique, comportemental, des différences assez marquées, notamment en termes de socialité entre les individus de chacal d'une part et de loup d'autre part. Oui. Alors pour la première partie de la question, donc, pour les études génétiques qu'on a, c'était un problème parce que déjà lorsqu'on a découvert le loup, il y avait un problème que le service ou la commission de l'Haut Commissariat accepte cette nouvelle espèce au Maroc. Donc, parce que ça va ouvrir un débat, ça va ouvrir un autre dossier, puis déjà l'espèce n'est pas listée. Puis, mais il y avait un avantage parce qu'après cette découverte, le chacal, maintenant actuellement, il est listé comme espèce protégée contre la chasse. Bon, donc j'ai dit ça parce que pour les génétiques, le matériel génétique, on n'a pas pu avoir des autorisations pour faire des captures. Et donc, nos matériels génétiques, c'était uniquement, on a du matériel, mais c'était un accord avec les chasseurs lorsqu'ils chassent en période de chasse de sanglier. Donc, si jamais ils tapent un loup, un chien, ils le fait. Et puis, on est parti vers le sud du Maroc. Alors là, il y a une grande partie de l'eau. On a découvert, on a fait des positionnements de l'eau au Sahara. Et par exemple, dans la région d'Absel, dans la région, c'est une piste. Et puis, les voitures, ça va très très vite là-bas. Donc, ce qui fait que pendant la nuit, il y a le passage des grands mammifères. Donc, le matin, si tu refais le trajet entre Darla et Absel, au moins tu attendais sur 5-6 cadavres, fennecs, entre fennecs et chacals. Donc on a pu également trouver deux loups. Alors Sénégal, Algérie, on n'a pas pu avoir de données. On a contacté l'équipe qui a travaillé sur le loup en Algérie, mais on n'a pas pu avoir vraiment du matériel, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors pour nos propres données génétiques, alors moi je le dis, mais que c'est plus proche de loup indien, de génétique, c'est-à-dire l'origine de l'espèce. Donc on a fait des prélèvements entre France, l'Espagne, l'Italie, et avec le matériel génétique, et donc il y a plus de proches de l'origine de loup indien que d'autres lignes. Pour le chacal et le loup, oui, ça c'est vrai, mais moi je ne peux pas vous donner maintenant des données vraiment exactes, qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement de loup et chacal. Pourquoi? C'est qu'on n'a même pas encore analysé les données, des photos, des séquences de photos pour le comportement, pour voir comment ça se passe, la variation de l'eau et du chacal. Ok, merci. Non, là, désolé. Question, on a réponse précise et un peu longue. Donc on va devoir passer à la communication suivante. Je fais le mauvais rôle du modérateur. Désolé.